52 tours, 3 kilomètres de remparts, un profil de pierre devenu partout l'image même du Moyen Âge. Et pourtant, ce profil que l'on croit médiéval fut en grande partie dessiné au XIXe siècle. Et si la plus parfaite cité médiévale d'Europe n'était pas tout à fait médiévale. Cette ville porte un nom, Carcassonne. Derrière ce décor de contes s'empilent Rome, les Visigoths et le Moyen Âge, et une vérité que l'on regarde rarement en face. Pour la comprendre, il faut remonter avant les chevaliers, jusqu'à une colline habitée sans interruption depuis 25 siècles. 25 siècles. C'est le temps pendant lequel des hommes ont habité cette colline sans jamais la quitter. 100 générations se sont succédées au même endroit, sur le même éperon de terre dominant la plaine, naissant, bâtissant, mourant, là où leurs ancêtres avaient vécu. Quand on prononce le mot médiéval devant Carcassonne, on oublie presque toujours l'essentiel. La ville était déjà vieille de plus de 1000 ans lorsque le premier chevalier y posa le pied. Le Moyen Âge n'a pas fondé Carcassonne, il en a hérité. Tout commence par un choix de terrain. Vers le VIe siècle avant notre ère, un peuple celte s'installe sur cette hauteur, à l'endroit précis où la rivière Aude force les routes à se resserrer. D'un côté s'ouvre le monde méditerranéen, de l'autre, les terres qui descendent vers l'Atlantique. Entre les deux, ce couloir étroit que tout marchand et tout armé doivent emprunter. Celui qui tient la colline tient le passage, et celui qui tient le passage tient la richesse. Le nom même de Carcaso est déjà attaché à ce sol bien avant que Rome n'en entende parler. Aujourd'hui encore, l'effet saisit quiconque approche par la plaine. La silhouette se détache au-dessus des vignes, posée sur son socle de pierre, à quelques 150 mètres d'altitude, dominant la ville basse. De loin, elle paraît flotter, détachée du sol, comme une apparition. Au soleil couchant, lorsque la lumière frappe les remparts de biais, la pierre semble s'allumer de l'intérieur, virant à l'ocre puis au rose. On comprend alors d'instinct ce que des dizaines de peuples ont compris avant nous. Il fallait bâtir là-haut et nulle part ailleurs. Cette différence d'altitude n'a rien d'anodin. Du sommet, le regard porte sur des kilomètres, la plaine ouverte, le ruban de la rivière, la moindre colonne de poussière soulevée par des cavaliers à l'horizon. Une sentinelle postée sur la hauteur voyait venir le danger longtemps avant qu'il ne frappe, et disposait du temps de fermer les portes, d'armer les murs, d'avertir la vallée. La position, à elle seule, valait une garnison. C'est cette logique, voir loin, dominer la route, surveiller le fleuve, qui explique pourquoi le site n'a jamais été abandonné en 25 siècles. Les Romains ne s'y trompent pas. Vers 120 ans avant notre ère, à une date que les sources situent diversement, ils prennent le contrôle de ce point stratégique sur la voie qui relie l'Italie à l'Espagne. La cité de Carcaso devient une étape sur ce grand axe commercial, et le négoce, celui du vin surtout, l'enrichit rapidement. Pendant des générations, la ville prospère presque sans rempart digne de ce nom. La paix romaine, qui tient les frontières au loin, la protège mieux que ne le ferait la pierre. Carcaso est alors une ville ouverte, marchande, paisible, et c'est précisément là que se cache la première énigme de la cité. Car les murailles que l'on admire aujourd'hui, celles que le monde entier attribue aux bâtisseurs du Moyen Âge, ne sont pas nées au Moyen Âge. Sous les tours coiffées de pointes, sous le décor qui semble tout droit sorti d'un conte, dort quelque chose de bien plus ancien. Et il ne s'agit pas d'une hypothèse d'érudit, il suffit de se placer au bon endroit, de lever les yeux et de regarder la pierre elle-même pour le constater. Le tournant survient tard dans l'histoire romaine. À la fin du IIIe siècle de notre ère, l'Empire vacille. Des bandes germaniques franchissent les frontières du nord et de l'est, s'enfoncent dans les provinces, pillent les campagnes jusqu'au cœur de la Gaule. Partout, les villes qui veulent survivre prennent la même décision, se refermer derrière des murs. Carcaso suit le mouvement. C'est dans ce climat de peur que l'on élève, autour de la ville haute, la première véritable enceinte de pierre, un anneau continu de murailles hérissées de tours, conçu non plus pour le prestige, mais pour la survie. À l'an 333, ces fortifications sont déjà debout. Un texte de l'époque mentionne la place comme un castellum, une cité close et défendue. Ce premier rempart romain n'a rien d'une ébauche grossière. Ses tours sont semi-circulaires, en forme de fer à cheval, et s'élèvent à environ 14 mètres, la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Elles se succèdent à intervalles réguliers, espacés de 18 à 30 mètres seulement. Cette distance n'a rien d'arbitraire. C'est, presque exactement, la portée utile d'une flèche.
Aucun assaillant ne pouvait approcher le pied du mur sans se retrouver pris sous le tir croisé de 2 tours à la fois, exposées des 2 côtés en même temps. On en dénombrait, selon les estimations, entre 34 et 40. 17 siècles avant les manuels de fortification modernes, les ingénieurs romains avaient déjà pensé chaque angle, chaque distance, chaque ligne de tir. Pour rencontrer cette pierre des origines, il faut se rendre du côté nord de la cité, là où l'Antiquité se laisse encore toucher du doigt. Sur les tours de la Marquière et de Viola, la main posée à plat sur le mur effleure une maçonnerie vieille de près de 1700 ans. Et l'œil, à son tour, saisit le détail qui change tout. Des assises de petites briques rouges, disposées en rangées parfaitement régulières au milieu des blocs de pierre. Ces lits de briques, cette alternance méthodique de la terre cuite et du moellon, sont la signature même des constructeurs romains. Plus haut, sur la même tour, la matière se transforme. La couleur n'est plus la même, la taille des pierres change, l'assemblage devient autre. La ligne de partage est franche, visible à l'œil nu, une véritable frontière entre 2 mondes empilés l'un sur l'autre. Cette ligne, c'est la clé de tout Carcassonne. Elle marque l'endroit exact où l'Antiquité s'arrête et où les siècles suivants ont repris le travail là où Rome l'avait laissé. Car l'enceinte intérieure de la cité repose, sur près des 2 tiers de sa longueur, sur ce socle romain. Les Visigoths l'ont reprise et consolidée. Les vicomtes du Moyen-Âge l'ont rehaussée. Les restaurateurs du XIXe siècle l'ont enfin coiffée de leur toit pointu. Mais sous toutes ces couches, tout en bas, le squelette demeure celui que l'Empire a posé. La cité dite médiévale la plus célèbre du monde se tient debout, littéralement, sur des fondations romaines. Voilà pourquoi la question se pose dès la première pierre. La perfection que l'on prête au Moyen-Âge de Carcassonne commence en réalité bien avant lui, dans la peur des invasions, dans le calcul froid d'ingénieurs antiques, sur une colline déjà vieille de 800 ans quand le premier mur s'est dressé. Le profil de comte que l'on croise sans s'arrêter cache, dès son niveau le plus bas, une vérité que peu de visiteurs soupçonnent. Et cette pierre romaine n'est que la première couche d'un empilement de 12 siècles qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Sur le chemin de ronde, une femme se tient seule face à une armée. En contrebas, des milliers de soldats campent au pied des murailles depuis si longtemps que nul ne se souvient du premier jour du siège. Derrière elle, la ville agonise. Il ne reste, dit la tradition, qu'une poignée de grains et un dernier porc, maigre et tremblant. C'est alors que cette femme donne un ordre qui défie le bon sens, que l'on gave l'animal avec les ultimes réserves de blé jusqu'à ce qu'il soit gras à craquer. Le reste de cette scène attendra, car ce geste insensé porte un nom, et ce nom, la cité tout entière le revendique. Cette femme, la légende l'appelle Dame Carcasse. On l'a dit veuve d'un seigneur sarrasin, défendant la place contre la plus puissante armée de son temps, celle de Charlemagne en personne. Le siège, racontent les récits, aurait duré 5 longues années, et c'est de cette héroïne que la ville tiendrait son nom, Carcassonne, la cité de Carcasse. L'histoire est belle, gravée dans la mémoire des lieux, taillée même dans la pierre à l'entrée de la cité, où un buste de femme accueille encore aujourd'hui le visiteur. Elle a tout d'une vérité fondatrice. Elle n'en est pas une. Car ici se glisse l'une des illusions les plus tenaces de la cité. Tout le monde, ou presque, croit que le nom vient de cette femme et de cette ruse. Et pourtant ce nom existait déjà, prononcé, écrit, transmis, des siècles avant que la moindre Dame Carcasse ne soit censée avoir vécu. Pour comprendre d'où vient réellement Carcassonne, il faut donc écarter un instant la légende et revenir à ce que les faits, eux, peuvent établir. Au 5e siècle de notre ère, l'Empire romain s'effondre pour de bon. Les Visigoths, peuple venu de l'Est, déferlent sur le sud de la Gaule et en font le cœur de leur royaume. Carcassonne tombe entre leurs mains, et ils saisissent aussitôt la valeur de l'héritage. Plutôt que de raser l'enceinte antique, ils la relèvent, la consolident, l'adaptent à leurs propres armes. Là où la pierre s'était fissurée, ils rebâtissent. Là où les tours s'étaient affaissées, ils les redressent. Pendant près de 3 siècles, la place demeure l'un des bastions visigoths les plus solides du Midi, un verrou posé sur la route des Pyrénées. C'est aussi à cette époque, dit la tradition, que s'élève la première église sur la hauteur, à l'emplacement qui restera pour 1000 ans le cœur religieux de la ville. Puis vient le temps des frontières mouvantes. Au 8e siècle, le sud de la Gaule devient une ligne de contact et de choc entre 2 mondes. Des armées venues d'Espagne, musulmanes, franchissent les Pyrénées et tiennent un temps la région.
Face à elle, la dynastie franque pousse vers le sud et entreprend de reprendre ses terres une à une. Carcassonne passe de main en main, assiégée, disputée, perdue, reconquise. C'est dans ce chaudron de guerre, de sièges répétés et de cultures mêlées que se forgera bien plus tard le souvenir d'une défense héroïque. La mémoire confuse de ces affrontements entre Francs et Sarrasins a fourni le décor. L'imagination populaire, les siècles aidant, a fait le reste. Aujourd'hui, lorsque les cloches de la cité sonnent et que leur écho roule au-dessus de la plaine, jusqu'aux vignes et aux premières collines, on saisit presque physiquement comment une telle histoire a pu naître. Le son grave du bronze, porté par le vent le long des créneaux, semble appeler un récit à sa mesure. Et c'est précisément dans ce son que la légende est allée chercher sa conclusion. Car le nom de la ville, affirme la tradition, serait né d'une cloche. Au moment où l'armée ennemie, abusée par le stratagème, levait enfin le camp, une sentinelle aurait fait sonner toutes les cloches de la cité pour célébrer la délivrance. Et quelqu'un, apercevant Dame Carcasse debout sur ses murs, se serait écrié que Carcasse sonnait, Carcasse sonne. De là, Carcassonne. L'explication est limpide, séduisante, parfaitement agencée. Et c'est exactement là qu'elle trébuche. Le nom de cette ville est attesté bien avant que Charlemagne ne vienne au monde. Les textes de l'Antiquité parlent déjà d'une cité nommée Carcaso, des siècles avant le premier souverain franc, à une époque où nul n'avait jamais entendu prononcer le nom de Dame Carcasse, ni le moindre carillon de victoire. Avant Carcaso, le sol lui-même portait un nom plus ancien encore, du temps des premiers habitants celtes de la colline. Le nom n'est donc né ni d'une femme, ni d'une cloche. Il a traversé les langues et les peuples, latins, gaulois, peut-être plus archaïques encore, longtemps avant que le récit ne vienne s'y accrocher. Ce que la tradition présente comme l'origine de la ville n'est, en vérité, qu'une explication façonnée après coup, pour donner un sens à un mot dont on avait perdu la source. Ce procédé porte un nom, l'étymologie populaire. Lorsqu'un mot devient obscur, lorsque plus personne ne sait d'où il vient, l'esprit humain lui invente une histoire qui le rende de nouveau familier. Carcasse sonne, deux mots simples, une image saisissante, une héroïne, et voilà un nom mystérieux changé en récit que chacun peut retenir et transmettre au coin du feu. Ces légendes ne sont pas des mensonges, ce sont des réponses, modelées par des gens qui cherchaient à comprendre le monde dont ils avaient hérité. Elles disent moins la vérité des faits que le besoin de sens de ceux qui les ont portés. Reste le porc, suspendu au-dessus du vide depuis le début de cette histoire. La légende, elle, va jusqu'au bout. L'animal gavé de blé, précipité du sommet des murs, s'écrase aux pieds des assiégeants. Et ceux-ci, voyant une ville prétendument affamée gaspiller une bête si grasse, en tirent la seule conclusion qui s'impose à leur esprit épuisé. Si l'on jette pareille nourriture par-dessus les remparts, c'est que les réserves, à l'intérieur, sont sans fond. Inutile d'attendre que la famine fasse tomber la place. Découragés, persuadés de ne jamais venir à bout d'une telle abondance, ils plient les tentes et s'éloignent. La ruse d'une femme aurait ainsi vaincu une armée que les armes n'avaient pu réduire. L'histoire est trop parfaite pour être vraie, et c'est sans doute pour cela qu'on a tant voulu y croire. Une forteresse imprenable, sauvée non par la force, mais par l'intelligence d'une seule personne. Le récit dit précisément ce que l'on attend d'un tel lieu. Là réside tout le paradoxe de Carcassonne dès ses premiers siècles. La pierre, sous les pieds, est romaine et wisigothe, bien réelle, solidement datée. Mais le nom, lui, baigne déjà dans la fable. Derrière ces remparts que l'on croise sans s'arrêter, le vrai et l'inventé sont noués si étroitement qu'on peine, par endroits, à les séparer. La cité commençait à peine à s'élever qu'elle se racontait déjà des histoires sur elle-même. Au cœur de la cité, adossé aux plus anciennes murailles de l'Ouest, un château domine les toits. Ce n'est pas une simple demeure seigneuriale, c'est une place forte à part entière, dressée à l'intérieur même de la ville qu'elle est censée défendre. Ses tours surveillent la plaine au loin, certes, mais aussi, en contrebas, les ruelles et les maisons de ceux qu'elle gouverne. Un château bâti dans une cité déjà close de remparts dit toujours la même vérité silencieuse. Le maître des lieux ne se méfiait pas seulement de l'ennemi venu du dehors. Il voulait pouvoir tenir, au besoin, contre sa propre ville. Ce château, on l'appelle aujourd'hui le château comtal. Au XIIe siècle, il est le siège d'une lignée puissante, celle des vicomtes Trencavel. Leur domaine ne se limite pas à Carcassonne, il s'étend sur une large part du Midi, jusqu'à Béziers, jusqu'à Albi,
sur des terres riches, peuplées, traversées par les grandes routes du négoce. Et de tout cet ensemble, Carcassonne est le joyau. La cité tire sa fortune de ce qu'elle a toujours su faire depuis l'aube de son histoire, tenir le passage entre deux mers et prélever sa part sur tout ce qui circule. Les vieilles murailles sont relevées, renforcées. La ville déborde d'artisans, de marchands et de clercs. C'est l'âge d'or. Dans la grande salle du château, la vie de cour déploie tout son raffinement. C'est l'époque où, dans tout le sud, fleurit la civilisation des troubadours, ces poètes qui chantent dans la langue d'oc l'amour, l'honneur et la beauté du monde. La musique court le long des murs de pierre, les vers se récitent de château en château, et la cour des Trencavel compte parmi celles où cet art est tenu en haute estime. On y parle une langue qui n'est pas le français du Nord, on y cultive des manières, une élégance, une liberté de ton qui font alors du Languedoc une terre à part dans la chrétienté. Sous le soleil du midi, derrière ces remparts que l'on croirait voués à la seule guerre, on chante et l'on aime. Et c'est ici qu'il faut s'arrêter un instant, car ce château des Vicomtes est l'une des rares parts de Carcassonne dont l'âme est demeurée pleinement médiévale. Sous les toits pointus qu'on lui ajoutera bien plus tard, sous le décor que le monde entier finira par prendre pour l'image même du Moyen-Âge, le château comtal, lui, reste un véritable morceau de ce XIIe siècle, la pierre authentique d'une époque que l'on a tant rêvée. La plus parfaite cité médiévale d'Europe l'est, en son cœur, pour de bon. Et pourtant, au fait même de cette splendeur, la cité était déjà condamnée, non par une faiblesse de ses murs, non par la force d'une armée campée sous ses tours, mais par quelque chose d'invisible qui se répandait dans le Midi, de ville en ville, de cœur en cœur. Quelque chose qu'aucun rempart, si haut fût-il, ne pouvait arrêter. Ce qui montait lentement des terres des Trencavel n'était ni une révolte, ni une invasion. C'était une foi. Dans tout le Languedoc, depuis des décennies déjà, un courant religieux nouveau gagnait du terrain. On appelait ceux qui le portaient les bons hommes et les bonnes femmes. L'histoire les retiendra sous le nom de cathares ou d'albigeois, d'après la ville d'Albi, l'un de leurs foyers. Ce n'étaient ni des païens, ni des étrangers à la chrétienté. Ils se voyaient au contraire comme les seuls vrais chrétiens, revenus à la pureté des origines. Leur croyance reposait sur une idée vertigineuse. Le monde, pensait-il, se partageait entre deux principes opposés. D'un côté, un Dieu de lumière, pur esprit, créateur des âmes. De l'autre, un principe mauvais, maître de toute la matière, de la chair et de la pierre. Tout ce qui appartenait à la terre relevait, selon eux, de ce second pouvoir. Ils rejetaient donc les richesses, les images, le faste des cérémonies. Leur guide spirituel vivait dans une pauvreté et une austérité absolue, sans bien et sans pouvoir, à l'image de ce qu'ils tenaient pour la première Église. Et c'est précisément cette pauvreté qui faisait leur force. Car beaucoup, dans le Midi, regardaient avec méfiance la richesse de l'Église établie, ces évêques mêlés aux affaires du siècle, ces prélats fortunés. Face à eux, ces hommes qui ne demandaient rien et ne possédaient rien gagnaient d'abord le respect, puis l'adhésion. La foi nouvelle s'enracina dans les villes, parmi les tisserands et les gens de métier, mais aussi dans une partie de la noblesse. Les seigneurs du pays, et les Trencavel parmi eux, la laissaient prospérer. Non que le vicomte partageât lui-même cette croyance, rien ne permet de l'affirmer. Mais le Midi était une terre où les fidélités s'entremêlaient, où l'on ne livrait pas ses voisins pour leurs idées. Voilà ce qui rend cette histoire si singulière et si souvent mal comprise. La guerre qui s'annonçait ne serait pas un choc entre la chrétienté et un envahisseur venu d'ailleurs. Ce serait une croisade de chrétiens contre des chrétiens, une armée bénie par Rome, marchant contre les habitants baptisés d'une terre chrétienne, au nom de la pureté de la foi. Les romans et les légendes ont depuis brodé sur les cathares 1000 récits de trésors enfouis et de secrets cachés au fond des montagnes. L'histoire véritable est à la fois plus simple et plus sombre. Il s'agissait d'une querelle de croyances, et elle allait coûter à Carcassonne sa liberté. À Rome, l'inquiétude grandissait depuis longtemps. L'Église avait d'abord tenté la voie de la parole. Elle avait envoyé des prédicateurs sillonner le Midi, organiser des controverses publiques, ramener les égarés par la persuasion. En vain. Plus on prêchait, plus la foi nouvelle semblait s'étendre. Lorsque toutes les tentatives pacifiques eurent échoué et qu'un légat du pape fut assassiné sur les terres du Sud, la patience de Rome s'épuisa. Au tout début du XIIIe siècle,
le souverain pontife appela les chevaliers de la chrétienté à prendre les armes contre les hérétiques du Languedoc. La récompense promise était la même que pour ceux qui partaient délivrer la Terre Sainte. Au sommet de cette tourmente naissante se tenait un homme encore jeune, au regard du pouvoir qu'il portait, le vicomte de Carcassonne. Il n'avait pas embrassé la foi des bons hommes, mais il ne l'avait pas écrasé non plus, et aux yeux de Rome, cela suffisait. Régner sur une terre où l'hérésie prospérait, c'était déjà être coupable. Tandis que loin au nord, une immense armée se rassemblait et s'ébranlait vers le sud, la cité des Trancavelles brillait de tout son éclat, riche, raffinée, certaine de ses murailles. Elle ignorait encore qu'elle vivait ses derniers jours de liberté. Et la plus imprenable des forteresses du Midi se trouvait soudain menacée, non par une faille de ses pierres, mais parce que ses habitants avaient choisi de croire. Le 1er août 1209, au matin, une rumeur monte de la plaine. Ce n'est d'abord qu'un nuage de poussière à l'horizon, du côté où la vallée s'ouvre vers le nord. Puis le nuage grandit, s'étale, et l'on distingue enfin ce qu'il dissimule, une armée. Pas une troupe de pillards, pas une bande de routiers comme le Midi en a tant connu. Une masse d'hommes, de chevaux et de chariots si vaste qu'elle paraît n'avoir pas de fin, déployée sous les bannières de la croix. Du haut des remparts, les habitants de Carcassonne regardent s'avancer vers eux la plus grande armée que la chrétienté ait levée contre elle-même. Cette armée, on l'attendait. Depuis des semaines, on savait que la croisade appelée par Rome avait quitté le nord et descendait le long du fleuve, grossissant à chaque étape. Mais nul n'était préparé à ce que l'on avait appris, quelques jours plus tôt, du sort de la ville de Béziers. Là, à moins d'une journée de marche, la première grande cité sur la route des croisés était tombée en quelques heures à peine. Et ce qui avait suivi dépassait l'entendement. La ville livrée aux flammes, ses habitants frappés sans distinction, ceux qui suivaient la foi nouvelle comme ceux qui étaient restés fidèles à Rome. La nouvelle avait couru jusqu'à Carcassonne plus vite que les croisés eux-mêmes. Elle disait une seule chose, cette armée ne faisait pas de quartier. Alors les portes de la cité s'étaient ouvertes pour accueillir les fuyards. De toute la contrée, les gens des campagnes, des hameaux, des bourgs sans murailles s'étaient précipités vers le seul refuge qui tint encore debout, la grande forteresse des Trancavelles. En quelques jours, la ville s'était gonflée bien au-delà de ce qu'elle pouvait contenir. Dans les ruelles étroites s'entassaient des familles entières, leurs bêtes, leurs maigres provisions. Et sur tout cela pesait la chaleur de l'été, cette chaleur lourde du Midi au mois d'août, qui montait des pierres et ne retombait pas la nuit. L'air sentait la sueur, la poussière et la peur. En contrebas des murs, le fleuve coulait, tout proche, étincelant, et déjà presque hors d'atteinte. Restait la confiance dans la pierre. Car ces murailles portaient 1000 ans d'histoire derrière elles. Elles avaient vu passer les Romains, les Visigoths, les armées franques, et n'étaient jamais tombées d'assaut. Le souvenir d'une cité qui aurait jadis tenu 5 longues années contre Charlemagne lui-même flottait encore dans les mémoires. Tout, dans ses tours et ses courtines, invitait à croire que Carcassonne résisterait des mois, peut-être des saisons entières, jusqu'à ce que la grande armée, lassée, se disloque et reflue vers le nord. Une forteresse imprenable ne se rend pas en quelques jours. C'était du moins ce que chacun tenait pour acquis. Mais la réalité des lieux était plus fragile qu'il m'y paraissait. À cette date, la cité ne possédait encore qu'une seule ceinture de murailles, l'antique enceinte relevée au fil des siècles. Le second rempart, celui qui fera plus tard de Carcassonne une double forteresse, n'existait pas. Surtout, hors les murs s'étendaient 2 faubourgs populeux, où vivait une large part de la population et où se trouvaient des points d'eau essentiels. Ces faubourgs-là n'étaient pas protégés par la grande enceinte, et c'est sur eux, non contre la pierre, que les croisés portèrent leur premier coup. L'un après l'autre, les 2 bourgs furent emportés, leurs puits perdus, leurs habitants refoulés derrière les murailles de la ville haute qui s'en trouva plus surpeuplée encore. Le piège se refermait, non par une brèche, mais par la soif. Au cœur de cet été brûlant, avec une population doublée par les réfugiés, l'accès au fleuve coupé et les sources extérieures aux mains de l'ennemi, l'eau vint à manquer. En quelques jours, la grande forteresse, toujours invaincue, toujours dressée sur ses murs intacts, se trouva réduite à une extrémité qu'aucun assaut n'aurait provoquée aussi vite. Les pierres tenaient, les corps, eux, ne tenaient plus. C'est alors que le jeune vicomte prit la décision qui allait sceller son nom. Raymond Roger Trancavelle n'avait guère plus de 24 ans. Plutôt que de voir sa ville périr de soif et finir comme Béziers, il choisit de négocier.
Les récits divergent sur ce qui se passa exactement. Les uns rapportent qu'il se rendit dans le camp ennemi sous la promesse d'un sauf-conduit et y fut retenu prisonnier au mépris de la parole donnée. Les autres, qu'il accepta de livrer la place en échange de la vie de ses habitants. Le résultat, lui, ne fait aucun doute. Le 15 août 1209, 2 semaines à peine après l'apparition de l'armée dans la plaine, Carcassonne ouvrit ses portes. Les conditions de cette reddition avaient quelque chose de glaçant sous leur clémence apparente. La population eut la vie sauve, sort enviable après Béziers, mais elle dut quitter la ville sur-le-champ, sans rien emporter. Hommes, femmes et enfants s'écoulèrent par les portes en longue file, dépouillés de tout, ne gardant, selon les chroniqueurs, que la chemise qu'ils avaient sur le dos. Derrière eux, la cité se vidait d'un coup de ceux qui l'avaient fait vivre, abandonnant ses ruelles silencieuses à l'armée victorieuse. La forteresse n'avait pas été prise, elle avait été désertée par les siens. Quant au vicomte, il ne retrouva jamais la liberté. Enfermé dans une tour de son propre château, ce château comtal d'où sa lignée avait régné sur tout un pays, Raymond Roger Trencavel y mourut moins de 3 mois plus tard, le 10 novembre de la même année. Les textes officiels parlèrent de dysenterie. La rumeur, elle, murmura le poison. On ne connaîtra sans doute jamais la vérité, mais l'image demeure d'une puissance terrible. Le seigneur d'une cité réputée imprenable, mort captif entre les murs mêmes qu'il avait crus inviolables. Ses terres, son titre et sa forteresse passèrent aussitôt aux mains du chef de la croisade, un chevalier venu du Nord nommé Simon de Montfort. Ainsi s'acheva le plus célèbre siège de toute l'histoire de Carcassonne. On l'imagine volontiers comme une défense héroïque, un de ces affrontements où les murs repoussent l'assaut après l'assaut. Il fut exactement l'inverse. Une capitulation rapide, arrachée non par la rupture d'un rempart, mais par la soif, l'entassement et la terreur d'un massacre encore tout proche. Pas une tour ne fut abattue, pas une courtine percée. La pierre, en vérité, avait parfaitement rempli son office. Ce furent les circonstances du siège, et non la faiblesse des murailles, qui eurent raison de la ville. Et c'est précisément là que se dévoile le vrai secret de cette forteresse. Sa force n'avait jamais tenu à sa capacité de briser les assauts, mais à celle de les décourager avant même qu'ils ne s'engagent. En 1209, pour une fois, cette dissuasion avait failli. Une armée trop nombreuse, portée par l'effroi qu'elle répandait devant elle, était passée outre. La cité réputée inviolable s'était rendue en 15 jours, sans qu'une seule de ses tours fût tombée. Le paradoxe est entier, et il suivra Carcassonne à travers les siècles. Derrière ces murs que l'on croise sans s'arrêter, se cache moins une histoire de bataille remportée qu'une longue, tenace réputation d'invincibilité. Une crainte que la pierre inspirait, et que ses nouveaux maîtres, désormais, auraient tout intérêt à rendre absolu. 31 ans après la reddition, un nom que l'on croyait éteint reparut sous les murs de Carcassonne. En l'an 1240, le fils de Raymond Roger Trencavel, ce vicomte mort captif dans sa propre tour, revenait réclamer l'héritage perdu de son père. Il n'était qu'un jeune enfant lorsque la croisade avait tout emporté. Il était désormais un homme, et il n'avait rien oublié. Autour de lui s'étaient rassemblés les seigneurs dépouillés du pays, et surtout la foule de ceux qui vivaient au pied de la cité, dans les faubourgs, et qui n'attendaient qu'un signal pour se dresser contre les maîtres venus du Nord. Pendant quelques jours, l'impensable parut à portée de main. Les bourgs entourant la forteresse se rallièrent aux jeunes Trencavel, et la vieille citadelle se trouva assiégée non plus par une armée étrangère, mais par les hommes du Midi, décidés à la rendre à sa lignée d'autrefois. Les assaillants creusèrent sous les tours, dressèrent leurs machines, lancèrent assaut après assaut. Mais dans la cité veillait désormais une garnison royale, fidèle au roi de France, et ces défenseurs-là tinrent bon. Au bout de quelques semaines, sans avoir pu forcer l'enceinte, le dernier des Trencavel dut lever le siège et prendre la fuite. La pierre, une fois encore, avait tenu. Mais ce soulèvement allait tout changer, car entre-temps, Carcassonne avait changé de monde. Après la mort de Raymond Roger, la conquête était passée de main en main, du chef croisé à ses héritiers, avant d'échoir finalement à la couronne de France. En l'an 1226, le roi Louis VIII, descendant le Midi à la tête d'une nouvelle expédition, avait reçu la soumission de la cité et l'avait rattachée au domaine royal. Du jour au lendemain, la forteresse des vicomtes occitans était devenue un bastion du roi de France, tenu par ses officiers, gouverné en son nom
tourné vers ses seuls intérêts. Et ces intérêts, après la révolte de 1240, dictèrent une décision implacable. Le roi de France était alors Louis IX, celui que l'histoire appellera Saint Louis. Sa réponse au soulèvement ne fut pas seulement militaire. Puisque les habitants des faubourgs avaient ouvert leurs portes aux rebelles, on jugea qu'on ne pouvait plus les souffrir au pied des murs. Les bourgs furent rasés, leurs habitants chassés de la hauteur, et il leur fut interdit de rebâtir près de la cité. En échange, on leur concéda des terres de l'autre côté de la rivière Aude, dans la plaine, à distance respectueuse des remparts. C'est là, sur la rive opposée, que naquit une ville nouvelle, tracée au cordeau, selon le plan régulier des villes neuves de l'époque. Elle prit le nom du roi, la Bastide Saint-Louis. La ville basse de Carcassonne, celle où bat aujourd'hui le cœur de la cité moderne, est née de cet exil forcé. Voilà l'un des paradoxes les mieux dissimulés de ces lieux. Cette cité que le monde entier visite comme la quintessence de la ville médiévale vivante fut, à ce moment précis, vidée de ses habitants ordinaires. On en chassa les marchands, les artisans, les familles, pour ne garder derrière les murs qu'une garnison et le strict nécessaire à la défense. La forteresse cessa d'être une ville pour devenir une pure machine de guerre, un instrument entre les mains du roi. Le décor que l'on prend volontiers pour celui d'une cité débordante de vie fut, en vérité, conçu comme une caserne de pierre, dépeuplée à dessein. Et c'est alors que s'ouvrit le plus vaste chantier de toute l'histoire de Carcassonne. Le roi résolut d'entourer l'antique enceinte d'un second rempart, plus bas, qui en suivrait tout le tracé à quelque distance. À première vue, la décision déconcerte. Les vieilles murailles venaient à l'instant de repousser un siège. Elles avaient résisté, comme toujours. On peine donc à comprendre pourquoi engager des années de labeur et des sommes énormes pour élever un mur de plus, là où un seul avait suffi pendant 1000 ans. La réponse tient en un mot, la frontière. En l'an 1258, un traité fixa la limite entre le royaume de France et celui d'Aragon, la grande puissance voisine au sud des Pyrénées. Du jour au lendemain, Carcassonne se retrouva en première ligne, sentinelle avancée du royaume face à un rival redoutable. Une simple place forte ne suffisait plus. Il fallait, en ce point névralgique, un verrou que nul n'oserait même songer à forcer. La couronne ne cherchait pas à corriger une faiblesse. Elle voulait porter la dissuasion à son comble, faire de la cité une démonstration de force visible à des lieux, un défi muet jeté à quiconque approcherait du sud. Le nouveau rempart fut donc pensé dans cet esprit. Long d'environ 1600 mètres, il ceintura entièrement la cité, doublant la muraille ancienne sur tout son pourtour. On le hérissa de tours, on creusa devant lui un fossé, on en fit l'avant-garde de la défense. Sa maçonnerie elle-même trahissait une intention. Appareillée de blocs irréguliers, rugueux, aux saillies imprévisibles, elle était taillée pour qu'aucune échelle d'assaut ne pût y trouver prise ni s'y appuyer franchement. Là où l'on attendait un mur lisse, on dressa une paroi volontairement accidentée, hostile au moindre grappin. Chaque pierre répétait le même avertissement, ne tentez rien. Mais le véritable génie de l'ouvrage ne tenait pas au second mur lui-même. Il tenait à l'espace laissé entre les deux. Cette bande de terrain qui court tout autour de la cité, entre le rempart extérieur et le rempart intérieur, reçut un nom, les lys. Et ces lys étaient un piège. Car la nouvelle muraille avait été délibérément bâtie plus basse que l'ancienne. Un assaillant qui parvenait, au prix d'efforts immenses, à franchir le mur extérieur ne pénétrait pas dans la ville. Il débouchait dans ce corridor étroit, à ciel ouvert, dominé de toute leur hauteur par les tours et les courtines du rempart intérieur. Coincé entre deux murs, exposé d'en haut sans abri ni retraite, il se retrouvait sous une grêle de traits et de projectiles, pris au fond d'un couloir dont il ne ressortirait pas vivant. Tout le sens de la double enceinte est là. Franchir un mur ne donnait plus accès à rien, sinon à un espace de mort où l'attaquant, déjà épuisé, devenait une cible offerte. La forteresse ne se contentait plus d'être malaisée à escalader. Elle était conçue pour que toute tentative tournât au suicide. Voilà comment la couronne entendait rendre absolue cette réputation d'invincibilité qui, en 1209, avait un instant vacillé. On ne relevait pas seulement des murs, on bâtissait une certitude. Désormais, devant Carcassonne, le calcul de tout chef de guerre aboutissait à la même conclusion.
l'assaut était perdu d'avance. C'est de cette époque que date, pour l'essentiel, la silhouette à deux anneaux que l'on admire aujourd'hui. Et c'est ici l'un des rares pans de la cité dont la perfection est pleinement, authentiquement médiévale. Ce double rempart est bien l'œuvre du XIIIe siècle, dessiné par les ingénieurs du roi, et non une invention des âges suivants. Mais cette perfection, il faut le rappeler, naquit d'une dépossession. La plus belle ville médiévale d'Europe doit son chef-d'œuvre de fortification à un acte d'exil, à une frontière menacée et à la volonté froide d'un souverain de changer une cité vivante en une forteresse que l'on ne pourrait plus jamais prendre. Aujourd'hui, rien n'empêche d'y descendre. On franchit une poterne et l'on se retrouve dans ce long couloir qui ceinture la cité. À droite s'élève le rempart intérieur, haut, massif, percé de meurtrières. À gauche court le mur extérieur, plus bas, qui coupe la vue sur la plaine. Au-dessus, il ne reste qu'une mince bande de ciel, et des tours qui se penchent de part et d'autre comme pour se rejoindre. Le pas résonne sur le sol nu. On se sent observé de toutes parts, minuscule au fond d'une tranchée de pierre. Ce passage où des visiteurs flânent désormais sans y penser fut conçu comme l'un des espaces les plus meurtriers que le Moyen-Âge ait imaginé. Mais sa mécanique reposait sur une difficulté que tout bâtisseur de forteresse connaissait et que rien, dans ces murs vus d'en bas, ne laisse deviner. Le problème est le suivant. Une muraille, si haute soit-elle, possède un point faible insoupçonné, son propre pied. Un défenseur posté tout en haut peut frapper l'assaillant qui traverse le terrain découvert, le viser tant qu'il avance à distance. Mais qu'un homme parvienne à coller son corps contre la base du mur, juste en dessous, et il disparaît du champ de tir. Le défenseur, penché à la verticale, ne le voit plus. Aucune flèche ne peut l'atteindre. Par un retournement déconcertant, l'ennemi le plus proche de la muraille devient le plus difficile à frapper. Or c'est là, au ras des fondations, que se décide le sort d'une place forte. Une fois au pied du mur, l'assaillant est à l'abri. Il peut dresser ses échelles, glisser un bélier contre une porte ou se mettre à creuser. Car la grande hantise de toute forteresse était la sape. Des hommes attaquaient la base d'une tour à la pioche, étayaient leur galerie de poutres de bois, puis y mettaient le feu. Les étés consumés, la galerie s'effondrait et la tour s'écroulait avec elle. Tout l'art de la fortification médiévale se ramène à une seule énigme. Comment atteindre l'homme accroché au pied de sa propre muraille? La réponse de Carcassonne se dressait, en temps de guerre, tout en haut des remparts. Sur le sommet des murs, les défenseurs montaient des galeries de bois en saillie, débordant dans le vide au-delà de la pierre. On les appelait des hours. Le long des courtines, des rangées de trous carrés, encore visibles aujourd'hui, recevaient les poutres qui les portaient. Ces galeries avançaient juste assez pour surplomber la base du mur, et dans leur plancher, l'on ménageait des fentes. C'est par ces fentes que tout se renversait. L'homme blotti contre le pied de la muraille, un instant plus tôt invisible et protégé, se trouvait soudain pris directement d'aplomb. Par les ouvertures du plancher tombaient des pierres lâchées à la verticale, qui prenaient de la vitesse et fracassaient tout sur leur passage. On y déversait de l'eau bouillante sur ceux qui s'acharnaient en dessous. Le point aveugle n'existait plus. Le pied du mur, refuge une seconde auparavant, devenait l'endroit le plus exposé de tout le siège. Il suffit, en longeant les murailles, de lever les yeux pour retrouver la trace de ce dispositif. Ces alignements réguliers de cavités carrées qui courent sous le sommet des tours ne sont pas un caprice de la construction. Ce sont les logements où s'encastraient les hours, les emplacements même de la mort suspendue. Par endroits, on a reconstitué ces galeries de bois, et la muraille reparaît alors telle qu'elle s'offrait en temps de siège, coiffée de son auvent de planches inclinées au-dessus du vide. À ces hours de bois, dressés à la hâte quand la menace approchait, on ajouta des ouvrages de pierre conçus pour durer. Au-dessus de certaines portes, le parapet se prolongeait en encorbellement, en surplomb du mur, percé lui aussi d'ouvertures dans son sol. Ce sont les machicoulis. Le principe ne changeait pas, mais la pierre remplaçait le bois, permanente, ininflammable, toujours prête. Sous ces becs de maçonnerie, nul ne pouvait s'attarder. Restait la forme même des tours, et là non plus, rien ne devait au hasard. Les ingénieurs du roi privilégièrent la tour ronde, et ce choix répondait à deux faiblesses de la tour carrée. Une tour à angle offre des arêtes, des coins que le défenseur ne couvre pas entièrement, et surtout un point précis que le mineur peut attaquer. Saper l'angle d'une tour carrée, c'est ébranler tout l'édifice. La tour ronde, elle, n'a pas de coin à miner. Sa courbe renvoie les projectiles de biais au lieu de les recevoir de plein fouet, et sa masse résiste bien mieux à la sape.
Sur le rempart extérieur, ce sont donc des tours arrondies qui montent la garde, dressées pour ne donner aucune prise. Toute cette ingéniosité se concentrait en un point, celui par où le danger viendrait à coup sûr. Du côté de l'est, la colline s'abaisse en pente douce vers la plaine. C'est de là qu'arrivaient les routes, les marchands et, le moment venu, les armées. Une forteresse défend toujours le plus âprement son accès le plus facile. Aussi est-ce à l'est que se dresse l'ouvrage le plus redoutable de la cité, la porte narbonnaise. Ce n'est pas une simple porte, mais toute une gorge de pierre encadrée de 2 tours jumelles, hautes et puissantes. Devant elle s'ouvrait un fossé que franchissait un pont mobile, relevé à la moindre alerte. Qui parvenait au-delà se heurtait à une herse, cette lourde grille de fer et de bois que l'on faisait glisser de haut en bas dans des rainures taillées à même la pierre. Et derrière cette première grille en attendait une seconde. La ruse était implacable. On laissait l'assaillant forcer la première herse et s'engouffrer dans le passage, puis l'on abaissait la grille derrière lui. Pris entre les deux, enfermé dans une chambre étroite, il subissait le tir des défenseurs postés au-dessus, par des ouvertures percées dans la voûte. La porte elle-même était un piège, et résumait à petite échelle tout ce que la double enceinte accomplissait en grand. Aujourd'hui encore, passer sous cette voûte produit un effet singulier. La lumière baisse d'un coup, l'air fraîchit, et le pas se met à résonner contre la pierre au-dessus de la tête. On lève les yeux vers les ouvertures sombres percées dans le plafond du passage, et l'on devine, d'instinct, ce qu'éprouvait celui qui franchissait ce seuil sans y être convié. Une gêne monte, presque animale. C'était exactement l'effet recherché. Reste un fait que l'on mesure rarement devant tant de perfection guerrière. Cette machine si savante, hérissée de pièges et pensée dans le moindre détail, ne servit pourtant presque jamais. Et c'est là que se livre la vérité la plus profonde de Carcassonne. L'épisode le plus parlant survint au milieu du XIVe siècle, en pleine guerre entre la France et l'Angleterre. En l'an 1355, une armée anglaise conduite par le fils aîné du roi d'Angleterre, ce prince que l'on surnommera le Prince Noir, déferla sur le Midi en semant la dévastation. Parvenu devant Carcassonne, il livra aux flammes toute la ville basse, cette bastide bâtie dans la plaine qu'aucun grand rempart ne couvrait. Mais devant la cité haute, devant ses doubles murailles et ses tours, il s'arrêta. Il ne tenta pas l'assaut. Il mesura ce qu'il en coûterait de s'y briser et passa son chemin. La ville ouverte brûla. La citadelle, intacte, ne fut pas même attaquée. 2 siècles plus tard, l'histoire se répéta sous une autre forme. Pendant les guerres de religion qui déchirèrent la France, des combattants protestants tentèrent par 2 fois, en 1575 puis en 1585, de s'emparer de la cité. Ils n'attaquèrent pas les murs de front, ils misèrent sur la surprise, espérant enlever la place par un coup de main. Les 2 tentatives échouèrent en peu de temps. Là encore, nul long siège, nul assaut acharné contre la pierre. La forteresse demeura ce qu'elle avait toujours été, un verrou que l'on n'ouvrait pas. Le registre des sièges de Carcassonne est ainsi, à travers les siècles, étonnamment vide. Cette muraille bardée de hourds, de machicoulis et de herses n'eut presque jamais à déverser sa pierre et son eau bouillante sur un ennemi décidé. Et ce vide n'est pas le signe d'une histoire pauvre, il est la preuve même de la réussite. La machine fonctionnait si bien que l'adversaire, le plus souvent, renonçait avant d'avoir commencé. Sa véritable arme ne fut jamais le trait ni le feu, mais le calcul qu'elle imposait à l'esprit de quiconque la contemplait du fond de la plaine. Voilà ce que recèle cette silhouette dentelée que l'on croise sans s'arrêter et que l'on prend pour un simple décor. Derrière ces tours réglées comme un mécanisme d'horloger, se cache moins une suite de batailles éclatantes qu'une longue victoire remportée sans combat par la seule crainte que la pierre inspirait. La plus parfaite forteresse du Midi n'avait pas été bâtie pour vaincre, elle avait été bâtie pour que nul n'osât la défier, et des siècles durant, presque nul n'osa. En l'an 1659, à des centaines de lieues de Carcassonne, sur une petite île posée au milieu d'une rivière qui sépare la France de l'Espagne, 2 royaumes signèrent la paix. On l'appela le traité des Pyrénées. Aucun canon ne tonna ce jour-là sous les murs de la cité, aucune armée n'approcha de ses tours. Et pourtant, ce parchemin paraphé au loin venait de prononcer, sans une ligne à son sujet, l'arrêt de mort de la plus puissante forteresse du Midi. Car tout le sens de Carcassonne tenait à sa place de verrou aux confins du royaume,
sentinelle dressée face à la puissance voisine du Sud. Par ce traité, la province du Roussillon passait à la France, et la frontière, d'un trait de plume, glissait bien plus au sud, le long de la chaîne des Pyrénées. La cité qui avait monté la garde durant 4 siècles se retrouvait soudain loin à l'intérieur des terres, sans confins à surveiller, sans ennemis en face. Une forteresse de frontières, privée de frontières, cesse d'avoir une raison d'être. Ce qui suivit ne fut pas un effondrement, mais un lent assoupissement. Vidée de sa garnison et de son utilité, la ville haute commença de se dépeupler. Ceux qui le pouvaient descendaient s'établir dans la plaine, dans la bastide aux rues larges et régulières, plus commodes à vivre que le dédale escarpé de la cité. Et tandis que la ville basse prospérait du commerce de la laine, la hauteur s'enfonçait dans la pauvreté. Derrière les remparts ne demeura bientôt qu'une population modeste, accrochée aux vieilles pierres. Les ruelles, jadis emplies du fracas des armes et du va-et-vient des marchands, tombèrent dans un silence que plus rien ne troublait. L'herbe poussa entre les pavés. Le lierre grimpa à l'assaut des tours. La grande machine de guerre s'endormait. Puis vint l'humiliation. Une forteresse dont nul n'a plus besoin devient, pour ses voisins, autre chose qu'un monument, une carrière. Les gens de la contrée prirent l'habitude de venir se servir dans les murailles comme dans un simple tas de pierres à bâtir. On décellait les blocs taillés, on emportait la pierre des tours pour élever des maisons, des clôtures, des étables. Lentement, courtine après courtine, la cité qu'aucun assaut n'avait su entamer se trouva démantelée par les mains mêmes de ceux qui vivaient à ses pieds. Ce que le prince noir n'avait pas osé attaquer, de paisibles maçons le défaisaient pierre à pierre. Dans les lices, ce corridor autrefois conçu comme un espace de mort, des familles sans ressources dressèrent des masures contre les grands murs. Des taudis s'entassèrent le long des courtines, des appentis s'accrochèrent aux tours romaines. On étendait le linge entre les meurtrières, on faisait du feu à l'abri des vieilles pierres. Le couloir meurtrier des ingénieurs du roi s'était mué en un faubourg misérable. La forteresse imprenable abritait désormais la pauvreté. L'État, de son côté, scella ce déclin. En l'an 1804, sous Napoléon, Carcassonne fut officiellement rayée de la liste des places fortes du royaume. Aux yeux de l'armée, elle avait cessé d'exister. On la réinscrivit bien, quelques années plus tard, au rang de forteresse de second ordre, mais ce sursaut administratif ne changea rien à l'abandon. Plus tôt déjà, dans la tourmente de la Révolution, on avait livré aux flammes les vieilles archives de la cité, et une part de sa mémoire écrite était partie en fumée. Le monument se défaisait de toutes parts, dans sa pierre comme dans ses papiers, et c'est ainsi que l'on en vint à l'impensable. En l'an 1849, le gouvernement trancha, ses fortifications délabrées, dépourvues de toute valeur militaire, encombrantes et menaçantes, devaient disparaître. Un décret ordonna la démolition de la cité. La décision n'avait rien d'absurde pour l'époque, on ne voyait là qu'un amas de murailles inutiles, dont les pans branlants risquaient de s'effondrer sur les passants. La plus parfaite cité médiévale d'Europe, celle dont la silhouette ferait un jour le tour du monde, était promise à la pioche des démolisseurs. Là réside le vertige de cette histoire. Le monument que des millions de visiteurs viendraient un jour contempler comme le symbole même du Moyen-Âge, faillit, à cet instant précis, être réduit en tas de gravats par une simple signature officielle. Il s'en fallut de très peu que Carcassonne ne s'effaça purement et simplement de la surface du monde, sans bruit, comme on abat un mur de trop. Derrière cette silhouette que l'on croise aujourd'hui sans s'arrêter, se cache ce moment oublié où elle ne tint qu'à un fil. Mais la sentence souleva une tempête. Car au même moment, dans la France du XIXe siècle, mûrissait une idée toute neuve, celle que les monuments du passé n'appartenaient pas seulement à ceux qui les avaient bâtis, mais à la nation entière, et qu'on n'avait pas le droit de les laisser périr. 2 hommes, surtout, refusèrent que Carcassonne fût rayée du monde. Le premier était un enfant du pays. Jean-Pierre Cros-Meilleurvieille, archéologue et homme de la ville, connaissait ces pierres mieux que quiconque et tenait la cité non pour un fardeau, mais pour un trésor. Contre le décret, il se battit sans relâche, multipliant les démarches, plaidant partout la valeur de ce que l'on s'apprêtait à détruire. Et il alerta un homme dont la voix portait jusqu'à Paris. Cet homme était Prosper Mérimée. Écrivain renommé, il occupait alors une charge toute récente, créée précisément pour sauver ce genre de trésor menacé. Il était inspecteur général des monuments historiques.
chargé de parcourir la France pour recenser et protéger les édifices du passé. Quelques années plus tôt, il avait déjà fait inscrire l'église de la cité sur la liste des monuments à préserver. Il connaissait la valeur de Carcassonne, et il joignit toute son autorité au combat de Crosse-Meilleur-Vieille. Ensemble, ils l'emportèrent. Le décret de démolition fut annulé. Au lieu d'être abattu, la cité serait sauvée, classée, rangée parmi les monuments que la nation s'engageait à défendre. Quelques années plus tard, les premiers crédits furent débloqués, non plus pour jeter bas les murailles, mais pour les relever. La forteresse condamnée venait d'échapper à la mort. Et pourtant, ce sauvetage ne réglait rien, car ce que l'on avait arraché aux démolisseurs n'était plus la fière citadelle des rois, c'était une ruine. Des tours décoiffées, des courtines éventrées, des pans de murs effondrés, le tout noyé sous les masures et rongé par des siècles d'oubli. On avait sauvé Carcassonne, restait à la faire revivre, et nul ne mesurait encore ce que cela voulait dire. Rendre un visage à une cité morte, c'était d'abord trancher une question redoutable. Sous des pierres de la hauteur dormaient plusieurs villes empilées les unes sur les autres, la romaine, la wisigothe, la médiévale, et peut-être une autre encore, jamais tout à fait achevée, qu'aucune époque n'avait connue dans sa plénitude. Il faudrait choisir laquelle ramener au jour. De ce choix allait naître le profil le plus célèbre de la cité, celui-là même qui, aujourd'hui encore, brouille les siècles et trouble quiconque cherche à lui donner un âge. Quand cet homme franchit pour la première fois les portes de la cité arrachée aux démolisseurs, il y apportait une idée qui allait décider du sort de Carcassonne, et que beaucoup, aujourd'hui encore, jugent vertigineuse. Restaurer un édifice, écrivit-il un jour, ce n'était pas l'entretenir, le réparer, ni le refaire. C'était le rétablir dans un état complet qui pouvait n'avoir jamais existé à un moment donné. Non pas rendre au monument ce qu'il avait été, donc, mais lui donner ce qu'il aurait dû être. La nuance paraît mince. Elle contient tout le mystère du Carcassonne que nous voyons. Cet homme s'appelait Eugène Viollet-le-Duc. Au milieu du XIXe siècle, il était le plus célèbre restaurateur de monuments médiévaux du royaume. On lui devait déjà le sauvetage de cathédrales et d'abbayes que l'on avait laissé choir en ruine. Partout, il s'attachait à rendre au Moyen-Âge un visage que les siècles lui avaient arraché. Lorsqu'on lui confia Carcassonne, le spectacle qui l'attendait avait de quoi décourager. Les tours étaient décoiffées, les courtines béantes, et le long des vieux murs s'accrochaient encore les masures de ceux qui s'étaient installés là. Avant de relever quoi que ce fût, il fallait dégager la cité de tout ce qui l'étouffait. Viollet-le-Duc se mit au travail en savant autant qu'en bâtisseur. Il arpenta les murailles, releva chaque pierre, dessina des plans à l'aquarelle, compulsa les archives anciennes, interrogea les vestiges comme on interroge un témoin. Là où une tour s'était effondrée, il en cherchait la trace dans le sol et dans les textes. Là où une porte avait disparu, il tentait d'en retrouver le dessin. Peu d'hommes connurent jamais Carcassonne aussi intimement que lui. Il commença par l'église, puis s'attaqua aux grandes portes et aux tours, tirant peu à peu la forteresse de ses décombres. Et c'est alors qu'il prit la décision qui, depuis, divise ceux qui aiment cette cité. Au sommet des tours, il dressa des toitures pointues, coniques, couvertes d'ardoises, ces hautes coiffes grises qui, aujourd'hui, distinguent Carcassonne entre toutes les forteresses du monde. Le profil qui fait courir les foules, celui que l'on reconnaît sur d'innombrables images, est né de ce choix. Mais ces toits, rien ne prouve qu'ils aient jamais existé tels quels au Moyen-Âge. Et là se love l'une des vérités les plus troublantes de la cité. Il suffit de s'arrêter au pied d'une tour et de lever les yeux. Contre le ciel du midi, presque toujours limpide, se découpe une pointe d'ardoise sombre, d'un gris bleuté, qui jure avec la pierre dorée qui la porte. Quelque chose, dans cet accord, sonne légèrement faux pour qui sait regarder. En bas, la chaleur du grès du sud. Au-dessus, le froid d'une coiffe venue d'ailleurs. Car dans le midi, les toits ne ressemblent pas à cela. Sous ce soleil, on couvre traditionnellement les bâtiments de tuiles plates de terre cuite, à faible pente, chaudes de thon, accordées à la lumière. La toiture haute et pointue, hérissée comme une lance et vêtue d'ardoise grise, appartient au contraire au pays du Nord, au ciel bas et aux pluies fréquentes. Au Moyen-Âge, selon toute vraisemblance, les tours de Carcassonne étaient ouvertes à leur sommet, ou bien coiffées de ces mêmes tuiles méridionales. La pointe d'ardoise n'est pas la mémoire du Sud médiéval, c'est une forme importée, posée là par une main du XIXe siècle.
La critique ne se fit pas attendre, du vivant même de Viollet-le-Duc. Le plus illustre de ses adversaires fut un penseur anglais, John Ruskin, voix considérable en matière d'art et de monuments, pour qui ces toitures n'avaient aucune place sous le climat du Midi et trahissaient l'esprit du lieu. On lui reprochait d'avoir plaqué le nord sur le sud, d'avoir rêvé Carcassonne au lieu de la ressusciter. Lui se défendait. L'ardoise, plaidait-il, ne venait pas de si loin, puisqu'on en tirait de la montagne noire, ces hauteurs sombres qui ferment l'horizon au nord de la cité. Le débat, vif alors, n'est toujours pas clos. La vérité est que Viollet-le-Duc n'avait pas voulu tromper. Il n'avait inventé ni les murs, ni les tours, ni le tracé. Tout cela, il l'avait relevé sur des fondations authentiques, romaines et médiévales. Mais là où les preuves manquaient, là où nul ne pouvait plus dire à quoi ressemblait la cité au sommet de sa gloire, il avait comblé le vide non par le doute, mais par sa propre vision, la forteresse non telle qu'elle avait été, mais telle qu'il la croyait achevée. Les toits d'ardoise sont cette part de rêve ajoutée à la pierre des siècles. Et c'est pourquoi, devant Carcassonne, une question demeure suspendue. Qui, des chevaliers ou des restaurateurs, a vraiment bâti cette cité? La réponse déconcertante est que les uns et les autres l'ont édifiée ensemble, à 6 siècles de distance. Viollet-le-Duc, du reste, ne détestait pas laisser sa marque dans ses chantiers. Sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, qu'il restaura également, il avait prêté ses propres traits au visage de l'un des apôtres de cuivre, se glissant ainsi pour l'éternité dans le monument. À Carcassonne, point de portrait caché. Sa signature, c'est la silhouette entière, ce profil dentelé d'ardoise que le monde a fini par confondre avec le Moyen-Âge lui-même. Il n'a pas signé une pierre, il a signé une image. Et cette même main, ce même esprit d'ingénieur épris de hardiesse, allait dans les dernières années de sa vie toucher à un autre symbole, d'une toute autre nature, à l'autre bout du monde. Lorsqu'un sculpteur français du nom de Bartholdi entreprit d'élever une gigantesque figure de la liberté destinée à se dresser dans le port de New York, c'est à Viollet-le-Duc, son ami et son aîné, qu'il confia la conception de la structure intérieure de la statue. C'est lui qui choisit de lui donner une peau de cuivre façonnée selon une technique ancienne, le repousser, où l'on martèle la feuille de métal pour lui imposer une forme. La mort le surprit en 1879, avant que l'œuvre ne fût menée à terme, et un autre ingénieur, Gustave Eiffel, reprit le projet pour lui donner sa charpente de fer. Ainsi, l'homme qui avait coiffé les tours de Carcassonne avait aussi conçu la première ossature de la Statue de la Liberté. 2 icônes sur 2 continents, nées en partie du même esprit. Quant aux toits qui firent tant couler d'encre, l'histoire leur a réservé un dénouement que Viollet-le-Duc n'aurait pu prévoir. Plus d'1 siècle et demi après lui, tandis que l'on entretient sans relâche ces fragiles ouvrages, certaines de ces couvertures d'ardoise cèdent peu à peu la place à des tuiles de terre cuite, plus proches de ce qu'appelait le Midi. Ses adversaires d'autrefois, à leur manière, ont fini par avoir en partie raison. Et pourtant, nul ne songe à effacer son œuvre, car cette œuvre est devenue, à son tour, un morceau d'histoire. La cité que nous contemplons n'est ni tout à fait celle des Romains, ni tout à fait celle des chevaliers. C'est une cité rêvée au XIXe siècle sur des fondations de Milan. Le plus célèbre profil du Moyen-Âge est l'œuvre d'un homme qui voulut conduire une forteresse jusqu'à un état où, peut-être, elle n'avait jamais été. Et c'est précisément ce qui la rend vraie. On pousse une porte, et le bruit du monde s'éteint d'un coup. Dehors régnait le soleil dur du midi, le brouhaha des ruelles, la chaleur montée des pavés. Ici, l'air se fait soudain frais, immobile, chargé de l'odeur de la pierre humide. Quelques pas dans la pénombre, et l'on s'arrête, saisi. Devant soi, le même édifice paraît se diviser en 2 mondes. Là où l'on se tient, tout est bas, sombre, écrasé sous des voûtes massives que perce à peine une lumière avare. Plus loin, au-delà d'une ligne invisible, l'espace s'élance, s'éclaircit, s'embrase de couleurs. On dirait 2 églises soudées l'une à l'autre, et c'en est presque une. Cet édifice est la basilique de la cité, dédiée à 2 saints des premiers temps chrétiens. Au cœur de la forteresse, c'est le seul lieu voué non à la guerre, mais à la prière, et c'est aussi le plus ancien témoin debout de la vie spirituelle de Carcassonne. Ces murs portent en eux une histoire qui commence bien avant les grandes murailles que l'on connaît.
Et cette histoire, le visiteur la lit sans le savoir, rien qu'en avançant de la partie obscure vers la partie lumineuse. Il traverse, en quelques mètres, près de 2 siècles. Tout débute à la toute fin du XIe siècle. Une tradition rapporte qu'en l'an 1096, un pape de passage dans la région, Urbain II, bénit les pierres destinées à élever le sanctuaire. C'était l'époque où s'épanouissait dans tout l'Occident une manière de bâtir que l'on nommera plus tard l'art roman. Les églises romanes se reconnaissent à leur force tranquille, des murs épais, lourds, capables de porter de pesantes voûtes de pierre, des ouvertures étroites, percées avec parcimonie, car chaque fenêtre affaiblissait la muraille qui soutenait tout l'édifice. De cette contrainte naissait une lumière rare, recueillie, presque secrète. On entrait dans l'art roman comme dans une grotte sacrée, à l'abri du monde. C'est cette première église, romane, qui forme aujourd'hui la partie sombre de la basilique, celle où débouche le visiteur. La longue salle par laquelle on pénètre, cette nef centrale flanquée de ses bas-côtés, appartient encore à ce XIe siècle robuste et dépouillé. Les piliers y sont trapus, les arcs arrondis en plein cintre, la clarté mesurée. On y éprouve le poids de la pierre plus que son envol. Pendant près de 200 ans, telle fut la basilique tout entière, massive, pénombreuse, fidèle à l'esprit de ses bâtisseurs romans. Et puis, à la fin du XIIIe siècle, tout changea. Carcassonne était alors devenue cité royale, et l'on voulut au sanctuaire une splendeur nouvelle, accordée à ce rang. Mais entre-temps, une autre façon de bâtir avait conquis le royaume, venu des grands chantiers du nord de la France, l'art gothique. Et le gothique poursuivait avant tout une obsession qui était l'exact contraire de l'esprit roman, faire entrer la lumière. La prouesse des bâtisseurs gothiques tient à une révolution discrète. Ils comprirent comment décharger les murs du poids qu'ils portaient, en reportant la poussée des voûtes sur des piliers et des arcs disposés avec art. Le mur, soulagé de son rôle de soutien, cessait d'être une masse pleine. On pouvait dès lors l'évider, l'ouvrir largement, le percer de baies immenses. Là où l'art roman murait, l'art gothique ajourait. La pierre, peu à peu, s'effaçait au profit du verre, et l'église se changeait en cage de lumière colorée. C'est cette seconde manière qui donna naissance à la partie claire de la basilique. On conserva la vieille nef romane, mais on rebâtit toute l'extrémité du sanctuaire, le chœur, où se célèbre l'office, et le transept, ce bras transversal qui coupe l'édifice et lui donne la forme d'une croix, dans le style gothique le plus lumineux. Et là, on ouvrit les murs comme jamais on n'avait osé le faire dans le Midi. De vastes baies remplacèrent la pierre, et dans ces baies on dressa des verrières qui comptent aujourd'hui parmi les plus anciennes et les plus belles de tout le sud de la France. Voilà pourquoi ce sanctuaire paraît se scinder en 2 âges. Le visiteur qui avance de la nef sombre vers le chœur lumineux ne change pas seulement de salle, il passe d'un siècle à un autre, du XIe au XIIIe, de l'art roman à l'art gothique, de la pesanteur de la pierre à la légèreté du verre. Et c'est ici l'un des plus beaux paradoxes de la cité. Cette église que l'on croit volontiers d'un seul tenant, fondue dans une même époque, est en réalité cousue de 2 mondes, accolés sans transition. La basilique de Carcassonne n'est pas un monument figé. C'est une couture entre 2 manières de chercher Dieu dans la pierre, l'une qui le protège dans l'ombre, l'autre qui le célèbre dans la clarté. Pour saisir pleinement ce contraste, il faut venir à la bonne heure. Lorsque le soleil rase l'horizon, au matin ou au déclin du jour, ses rayons pénètrent obliquement par les hautes verrières du chœur. Les couleurs alors s'embrasent. Des rouges profonds, des bleus intenses se posent sur la pierre, glissent sur le sol, baignent l'espace d'une lumière qui semble vivante. Derrière soi, la vieille nef romane demeure dans son demi-jour. Devant, le chœur gothique flamboie. Et l'on comprend, d'un seul regard, ce que des bâtisseurs ont cherché à accomplir à 200 ans d'intervalle. Non pas se contredire, mais se compléter, l'ombre faisant valoir la lumière. Ces verrières, pourtant, sont d'une fragilité extrême, et c'est ici que l'histoire rejoint le présent. Le verre ancien se fend, le plomb qui le tient se fatigue, les couleurs pâlissent sous l'assaut des siècles. Pour que ces fenêtres continuent de s'embraser au soleil, il faut des mains qui sachent les soigner, un savoir qui ne se trouve pas dans les livres, mais se transmet d'homme à homme. Dans la cité travaillent encore des maîtres verriers qui consacrent leur vie à cet art, déposant chaque panneau, nettoyant chaque pièce, remplaçant le verre rompu, refondant le plomb usé, puis transmettant à leurs élèves les gestes qu'eux-mêmes avaient reçus de leurs aînés.
Et ces verriers ne sont pas seuls à faire vivre les métiers d'autrefois entre ces murs. Non loin d'eux œuvrent d'autres artisans, gardiens d'autres savoir-faire venus du fond des âges, comme ces tisserands qui composent à la main de grandes tapisseries inspirées des motifs et des scènes du Moyen Âge. Le cliquettement du métier à tisser, le frottement du verre que l'on polit, ces bruits discrets sont ceux d'un passé qui n'a jamais tout à fait cessé. Dans cette forteresse où la guerre s'est tue depuis des siècles, la main de l'homme continue de répéter des gestes vieux de 800 ans. Là est peut-être la plus belle leçon de la basilique. La cité n'est pas un décor mort, figé dans la pierre d'un seul siècle, que l'on viendrait simplement contempler. C'est un lieu où les âges se touchent et se prolongent. Le XIe siècle dans la pénombre de la nef, le XIIIe dans l'éclat des verrières, et le nôtre dans les mains qui, aujourd'hui encore, veillent sur cette lumière pour qu'elle ne s'éteigne pas. Derrière ces murs que l'on croise sans s'arrêter, ce ne sont pas seulement des siècles empilés que l'on découvre, mais des siècles qui se parlent et qui, sous nos yeux, continuent leur ouvrage. On dénombre aujourd'hui, dispersés aux quatre coins du monde, plus de 10 millions de foyers qui possèdent un morceau de Carcassonne. Pas une pierre, pas un éclat de muraille rapporté d'un voyage, une simple boîte. Au tout début de notre siècle, un créateur de jeux allemand donna à l'un de ses jeux le nom de cette cité, en hommage à ces fameuses murailles. Le succès dépassa tout ce qu'il avait imaginé. Élu jeu de l'année, vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, traduit dans des dizaines de langues, il fit le tour de la planète. Et voici l'étrange vérité. Des millions de personnes qui n'ont jamais vu la cité bâtissent, sur la table de leur salon, leur propre petite ville fortifiée, posant des tours et tirant des routes, sans toujours savoir qu'un tel lieu existe pour de bon, debout, dans le sud de la France. Le nom a voyagé plus loin que la pierre, car la véritable Carcassonne, elle, se dresse toujours là où elle s'est dressée pendant 25 siècles, et le monde moderne défile à ses pieds sans presque la voir. Une grande autoroute traverse la région, reliant la ville de Toulouse à la mer Méditerranée, et des millions de voyageurs l'empruntent chaque année. À un certain point du trajet, sur la droite, la silhouette surgit au-dessus de la plaine, un alignement de tours et de remparts posés sur sa hauteur. La plupart jettent un regard, saisissent peut-être leur téléphone pour une image floue prise à pleine vitesse, puis poursuivent leur route. En quelques secondes, la cité a disparu derrière eux. Ils ne soupçonnent pas ce qu'ils viennent de croiser. Derrière cette ligne de pierre, entrevue depuis l'autoroute, dorment les couches d'un empilement de 12 siècles. La muraille romaine, montée dans la peur des invasions, l'enceinte relevée par les Visigoths, la cité raffinée des vicomtes, le siège qui la fit tomber en 15 jours, la double ceinture des rois, la longue déchéance, le décret de mort, et la résurrection rêvée du XIXe siècle. Tout cela se tient là, à quelques centaines de mètres de la file des voitures, et presque personne ne s'arrête. La cité que des millions de gens portent dans une boîte de jeu, ils passent devant la vraie sans la reconnaître. Et c'est ici, au terme de ce long parcours, que la question posée dès la première pierre revient une dernière fois se poser. Reste à trancher, oui ou non, si la plus parfaite cité médiévale d'Europe est vraiment médiévale, s'il faut y voir un authentique Moyen-Âge dressé devant nous, ou bien le décor d'un rêveur du XIXe siècle, un château de conte plaqué sur de vieilles ruines. La réponse désormais ne se dérobe plus. En l'an 1997, Carcassonne fut inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, rejoignant le cercle des lieux que la planète entière s'engage à protéger pour les siècles à venir. Mais la raison de cette inscription est plus surprenante qu'on ne le croit, et c'est elle qui dénoue toute l'énigme. La cité ne fut pas distinguée pour ses seules pierres médiévales. Ce que l'on reconnut aussi, expressément, ce fut la grande campagne de restauration du XIXe siècle. Ce sauvetage qui non seulement avait arraché la forteresse à la démolition, mais avait jeté les bases d'une science nouvelle, celle de la conservation des monuments. La manière même dont Carcassonne avait été ressuscitée était devenue un modèle pour le monde entier. Voilà le dénouement. Le profil d'ardoise, que l'on croit médiéval et qui ne l'est pas tout à fait, n'est ni un mensonge ni un défaut. C'est un chapitre à part entière de la vie du monument. La cité n'est pas soit romaine, soit médiévale, soit moderne. Elle est tout cela ensemble, et chacune de ses couches est aussi vraie que les autres. La brique rouge des Romains, la muraille des rois et les toits pointus du restaurateur appartiennent toutes à la même histoire,
simplement écrites à des siècles d'écart. Carcassonne n'est pas un Moyen-Âge figé, c'est un édifice qui n'a jamais cessé d'être repris, complété, rebâti, par chaque époque à son tour. Et c'est précisément pour cela qu'elle n'est pas tout à fait médiévale, parce qu'elle n'a jamais été tout à fait d'un seul temps. Cette histoire, du reste, ne s'est pas arrêtée. Notre siècle, à son tour, ajoute ses propres pierres à l'édifice. Il y a quelques années, pour célébrer l'anniversaire de l'entrée de la cité au patrimoine mondial, un artiste recouvrit un pan des remparts de grands cercles jaunes, une œuvre d'art contemporain posée pour un temps sur les murailles antiques. Un nouveau geste, ajouté au geste des Romains, des rois et des restaurateurs. Et tout récemment, l'effort le plus considérable depuis l'œuvre du XIXe siècle vint à son terme. Pendant plus de 2 ans, des dizaines de spécialistes, tailleurs de pierre, charpentiers, ingénieurs, travaillèrent à consolider 300 mètres de remparts et 9 tours du front oriental, pour un coût avoisinant les 6 millions d'euros. Les vieilles pierres rongées par le temps furent remplacées une à une, les planchers de bois des tours refaits, l'eau qui s'infiltrait enfin maîtrisée. Le résultat de ce chantier change la manière même de découvrir la cité. Depuis l'automne de l'an 2024, et pour la première fois depuis près d'un siècle, il est de nouveau possible de parcourir d'un seul trait le chemin de ronde de l'enceinte intérieure, sur près d'1,5 km, en faisant tout le tour de la ville haute par le sommet de ses murs. Et de là-haut, le spectacle récompense la montée. D'un côté, le regard plonge sur les toits serrés de la cité et sur le château. De l'autre, il s'évade sur la campagne. Au nord se dresse la masse sombre de la montagne noire. Tout autour ondulent les vignes qui changent de couleur au fil des saisons. Et par temps clair, à l'extrême horizon, on devine la ligne bleutée des Pyrénées. Le vent court le long des créneaux, et l'on embrase d'un seul tour de guet le pays que cette forteresse a surveillé pendant des siècles. C'est cela, aujourd'hui, Carcassonne. Non pas une ruine qu'on aurait figée sous une vitre, ni un simple décor pour les images, mais un monument vivant que chaque génération reçoit, soigne et transmet à la suivante. La cité qui faillit disparaître sous la pioche des démolisseurs est devenue l'une des plus visitées de toute la France après la capitale, et son profil, né d'un rêve du XIXe siècle posé sur 1000 ans de pierre, est désormais reconnu dans le monde entier comme l'image même du Moyen Âge. La prochaine fois que vous filerez sur cette autoroute du Sud et que vous apercevrez sur la hauteur cette silhouette de tour surgie au-dessus des vignes, vous saurez ce qu'elle dissimule vraiment derrière ces murs. Et si cette plongée dans les secrets de Carcassonne vous a accompagné jusqu'ici, n'hésitez pas à la marquer d'un pouce levé et à vous abonner à la chaîne, afin de ne rien manquer des prochaines histoires que nous partirons explorer ensemble.